J'espère que vous allez passer une bonne soirée avec nous. On va évoquer cette voiture de demain, cette voiture du futur, la voiture autonome, et on la rejoindra évidemment, on l'associera à votre quotidien, le quotidien de l'entreprise, puisque ce sera aussi une des questions, à savoir la voiture bureau, puisqu'elle a de grandes chances de devenir, pour certains de vos collaborateurs, le premier bureau ambulant. Il y a le cabinet McKinsey qui estime que d'ici 2030, il y aura 15% de voitures autonomes dans le parc. Alors qu'est-ce que ça va changer dans notre quotidien ? Qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des entreprises également ? Est-ce qu'il y a des métiers qui vont se modifier du fait de l'autonomie des véhicules ? Je pense à la logistique, je pense évidemment au métier des commerciaux. Et puis, où sera encore la notion de plaisir dans la conduite de véhicules autonomes ? Alors déjà, peut-être Christophe Bourou pour commencer. Ça va vous parler évidemment, on va essayer d'éviter d'enfoncer des portes ouvertes, ce serait dommage avec des voitures. Mais la voiture autonome et la voiture du futur, on parle de quoi ? Alors, bonsoir à tous. Pour commencer, j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est que les journalistes sont très 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 blasés. Et la première fois que j'ai essayé une voiture autonome, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, c'était sur un circuit en Espagne, une Audi. Quand je suis rentré de reportage, pour pas la citer, tout le monde m'a parlé du reportage, mais vraiment tout le monde, et ça a été un moment très très fort. En gros, Audi nous a fait essayer une voiture sur un circuit, alors je parle à côté de Luc Alphand, et c'était impressionnant parce que la voiture autonome a réalisé des performances qui étaient quasiment les mêmes que celles d'un pilote. Et je peux vous dire que j'en menais pas large à la place du passager. Quand on voit le volant tourner tout seul et quand on est dans la voiture, on est comme ça. On se dit, bon, c'est pas possible, c'est télécommandé ou il se passe quelque chose. Donc c'est vraiment pour moi, la voiture autonome, c'est un peu comme quand on a marché sur la Lune. C'est vraiment un moment très fort qui est en train de se préparer dans notre société. Après, il y a eu d'autres essais qui ont été réalisés avec PSA près de Vélizy, où ils font des essais sur route. Ils ont même fait un Paris-Bordeaux. Avec Valeo aussi, juste avant le mondial de l'auto, une voiture sur le périphérique. Alors là, c'est complètement lunaire aussi, puisque vous avez des voitures qui font des queues de poisson entre les motos, les scooters, et la voiture arrive quand même à garder le cap et à conduire. Mais ça, je dirais, c'est la voiture vitrine. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous présente, ce que les constructeurs, les équipementiers présentent. Mais quand on discute en vrai avec les constructeurs, ça arrivera très tard. Puisque entre l'infrastructure, entre la cohabitation avec les voitures actuelles, ça va être très compliqué. Donc ce qu'on appelle la voiture autonome, ce sont les voitures aujourd'hui que vous connaissez tous, Volvo le fait, ce sont les voitures qui sont de plus en plus équipées avec des moyens qui font que la voiture freine toute seule. Voilà, Tesla en est un exemple. Alors Tesla, c'est intéressant parce qu'ils ont déjà équipé leur voiture pour que quand ça passera en mode autonome, elle soit prête. Voilà. Oui. Donc on est vraiment dans ce milieu-là. Ce qui va arriver sur nos routes dans quelques années, c'est-à-dire dans très peu de temps, sont des voitures supra-archi équipées et qui permettront dans les bouchons de lâcher le volant et de faire d'autres tâches. Mais la voiture 100% autonome, on peut se gratter le nez, discuter avec son voisin et regarder son téléphone existe. Mais avant qu'elle soit vraiment en route, ça sera compliqué. Alors c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure des quelques modèles qui circulent chez Volvo en Suède, évidemment, mais ça reste pour l'instant de l'ordre de l'expérience, évidemment. Je me souviens, moi, Florian Martin, vous aussi sûrement, de ces mondiaux de l'automobile où effectivement on nous présentait les concept cars avec le siège qui se retourne, la possibilité de regarder un film de la Century Fox pendant que la voiture roule. C'est un peu ce qu'on nous a vendu au départ. On en sera assez loin vraisemblablement dans les premiers temps puisqu'on sera en position conducteur et devant un volant. Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite erreur dans la vente du projet ? On nous a vendu Star Wars et finalement on reste assis devant un volant et c'est un peu déceptif. On nous a vendu Star Wars, mais en même temps, si on n'avait pas vendu Star Wars, on ne serait pas intéressé à la chose. Parce que le véhicule autonome, c'est un peu la science-fiction. Voilà. Quand on parle de voiture volante, on pense à Fantomas avec sa fameuse DS qui s'envole sur l'aéroport. Bon, voilà, s'il n'y a pas cette notion de rêve et de science-fiction, eh bien, on ne serait pas autant intéressé à cette technologie. Après, les constructeurs sont assez freinés par la législation, tout simplement, parce que en termes d'autonomie, en fait, tout est régi par ce qu'on appelle la Convention de Vienne. Convention de Vienne qui date de 1968, je crois, quelque chose comme ça. En termes de voitures autonomes, c'était assez peu 68, répandu. l'autonomie, c'était pas trop l'idée du siècle. Et en fait, voilà, ça se décline avec 5 niveaux d'autonomie. Le premier, c'est le niveau 0, c'est le contrôle absolu d'une voiture. Le
premier, il me semble que c'est les assistants à la conduite, style ESP, ABS, etc. Le deuxième, c'est quand il y a des parties mécaniques qui sont autonomes. Là, on pense à tout ce qui est parc assist, la manière de se garer toute seule. Et en fait, en Europe, tout est arrêté à ce niveau-là. Ouais. C'est-à-dire que le niveau 3-4, qui correspond à une autonomie vraiment totale, il va falloir attendre un petit peu, quoi. Alors, on va y revenir évidemment sur cette notion de législation, parce que vous savez bien que c'est un des freins, effectivement, au développement de la voiture autonome. Mais Luc Alphand, vous êtes un épicurien de l'automobile, quelque part. Vous, ce que vous aimez, c'est le plaisir de conduire. Ça vous fait pas un peu peur, ça, justement, le moment où on conduit plus? Oui, si vous parlez à un pilote, bien sûr que ça fait un peu peur, parce que moi, j'ai connu l'automobile, je suis d'une génération où il n'y avait pas l'ABS, pas les ESP, pas toutes ces premières assistances à la conduite. Et pour moi, une voiture, c'était le contrôle total. Encore plus après, en ayant commencé une carrière de pilote. Parce que même quand j'étais gamin, moi, j'ai commencé mes premiers travers, c'était qu'il neige, on va faire sur un parking, des 8 toute la nuit, histoire d'en profiter. Et puis après, quand j'ai été coureur, donc là, en équipe de France, moi, c'était traverser les Alpes en long, en large, etc. Mais toujours avec le contrôle de l'automobile. Et c'est peut-être même grâce à ça, à tous ces kilomètres que j'ai fait, que j'ai atterri quand même dans la compétition automobile. La compétition, c'est quand même un pilote, une voiture. La maîtrise, justement, par le pilote, des limites de sa monture et d'aller les chercher. Alors on l'a mal vécu, enfin moi je l'ai mal vécu et je pense que c'est toujours pas un super progrès, l'ABS sur la neige, etc. Il vaut mieux l'avoir dans le pied et maîtriser ça. Mais je veux dire, on pourra rien faire contre le progrès. Tout ça, ça va quand même dans la bonne direction. Le contrôle de distance, les contrôles de franchissement de ligne, le parc assist. On a au quotidien des aides qui nous sont précieuses quand même. Donc on ne peut pas lutter contre ça. Et ça, je pense que c'est très bien. Vous donnez même des petits noms à vos voitures. Donc forcément, il y a une relation un peu affective. Mais bien sûr, quand on est au Dakar, qu'on a avec sa voiture, j'ai connu les Dakar à 3 semaines. 3 semaines... 10, 12 000 km à faire, dont 6 000 de spécial. Sa voiture, on va donc lui mettre des coups, on va lui demander beaucoup, elle va chauffer, etc. Donc forcément, on sort, on la câline un peu. Moi, Titine, je l'appelais, moi, elle est souvent la mienne. Et elle a son petit nom, parce qu'on la fait souffrir, on a envie qu'elle vous amène jusqu'au bout. Donc on a un affectif. Et en même temps, quand on est pilote usine, on est obligé d'avoir un affectif, mais on est obligé d'avoir une compréhension mécanique si on veut faire progresser, parce que quand on se retrouve pilote usine, qu'on a en face de soi des ingénieurs qui vous demandent quel est le comportement de suspension, de chauffe, etc. Donc on est obligé d'avoir un esprit mécanique pour essayer de faire progresser le produit en termes de performance. Donc forcément, on s'y attache et on a envie de la contrôler le mieux possible. Mais après, le véhicule autonome, pour reprendre le jour où on arrivera je fais assez de kilomètres, comme beaucoup d'entre vous ici, à se dire... Voilà, je vais pouvoir faire mon boulot. Moi, c'est presque un rêve, un chauffeur. J'habite à Briançon, dans les montagnes, là, et je peux vous dire que même vous rejoindre aujourd'hui, c'est des cols, c'est des virages. Alors, je me régale, mais je me régale moins qu'avant, parce que maintenant, je fais partie de tous les conducteurs soumis au point. Bon, vous avez toujours vos 12 points. J'ai toujours mes 12 points, donc je suis rassurant. Non, je suis assez citoyen, donc je pense que ce qu'on fait, ça va dans le bon sens quand même. Christophe Bourou, on est dans la notion de plaisir. Conduite autonome et plaisir. Et c'est vrai que quand on interroge les conducteurs et les Français, encore aujourd'hui, il y a encore cette envie, cette recherche d'avoir une voiture à laquelle on s'attache, qu'on trouve jolie et où on prend du plaisir à conduire. Ouais, moi, ça m'agace l'auto-bashing qui est en ce moment, qui ne reflète pas tout à fait la société, qui est très parisienne ou très grande ville. Et le paradoxe, c'est que je pense que l'auto autonome redonne de la valeur à l'automobile. C'est-à-dire que ça fait rêver. Moi, mes gamins, ils redécouvrent la voiture avec les voitures autonomes et ça les fait rêver. Et ça, c'est intéressant. Alors, la voiture autonome, moi, je suis partagé entre oui et non. C'est-à-dire le oui pour la sécurité, etc. Mais effectivement, on n'aura plus cette notion de plaisir de conduite, sauf qu'il y a quand même des moments chiants dans la voiture. C'est-à-dire que les bouchons, ce genre de choses, là, ça va nous détacher un certain nombre de choses. Et il y a quelque chose sur lequel travaillent les équipementiers, auquel on ne parle pas souvent. Je l'ai vu en Chine avec Faurecia, c'est le mal de cœur. C'est-à-dire qu'ils se disent, quand on va être dans les voitures autonomes, on va lire, etc. Mais on va avoir mal au cœur, surtout entre Briançon et Chevalier et Grenoble, là. Donc voilà, il va falloir repenser aussi les intérieurs de voitures et repenser la façon dont on
on va vivre dans ces voitures. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc on va rajouter des sacs à vomi. Oui, c'est Dans ça, les en voitures. gros, ouais. Autonome, ils vont se déclencher automatiquement. Florian Martin, puisqu'on est dans ces innovations, on a envie de... Parce que là, finalement, vous allez vous dire, bon, ça fait 10 minutes qu'il nous parle d'un truc qu'on connaît déjà, on a tous plus ou moins vu une voiture. Hein, c'est ça que vous étiez en train de vous dire. Je l'avais deviné. Qu'est-ce qui nous prépare, les constructeurs, Florian Martin, au-delà justement de la notion de mot de cœur? Je crois qu'en fait, la voiture autonome, il faut la voir de deux manières différentes. Ce qu'on va voir d'ici 2020 qui sera autorisé, c'est des véhicules qui ont été adaptés pour devenir autonomes. C'est-à-dire que, entre guillemets, la carcasse, la plateforme est la même, et on adapte un système autonome. Le vrai virage, ça va être quand on va élaborer la voiture pour qu'elle soit autonome, mais dès la naissance de la voiture. Donc là... Tu parlais d'habitacle, Christophe. L'habitacle, par exemple, il y a des partenaires qui n'avaient rien à voir avec le marché de l'automobile. Je pense à Bose. Donc Bose, vous savez, c'est les casques de réduction anti-bruit qu'on utilise souvent en avion. Eh bien, Bose, en fait, ils ont inventé un siège qui permet de réduire un peu ce mal de transport avec ces atténuations de bruit. Et en fait, l'idée, c'est qu'on est dans le siège et on sent rien. C'est-à-dire qu'on peut faire la sieste dedans. Ça sera pratique aussi pour les voitures autonomes. Et au-delà de ça, je crois que la grosse mec qu'il y a chaque année, c'est le CES de Las Vegas. Le CES de Las Vegas, moi, il y a un concept qui m'a intéressé, c'est le concept de HIT chez Toyota. Le concept est très simple, c'est que, en fait, ils ont pensé la voiture non plus comme un accessoire, comme une manière de rouler, mais comme un membre à part entière de la famille. En fait, c'est le petit cousin qui vient vous chercher à l'école, etc. Et c'est équipé d'une intelligence artificielle. Et l'idée, c'est que dès que vous montez dans la voiture, si vous êtes un peu énervé, on va vous mettre un peu de musique classique, la couleur de la voiture sera verte, bleue, etc. Et puis, si vous êtes un petit peu fatigué le matin, peut-être qu'on va mettre du rock. Voilà, il y aura une interaction avec l'automobiliste qui sera plus un passager qu'un automobiliste. Mais en tout cas, on va tout faire pour que ce soit plus qu'un accessoire. Et d'ailleurs, il y a un autre géant français qui s'appelle De Vialet, qui travaille pour les avions et pour les voitures, c'est vrai, et qui a inventé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, l'anti-bruit. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent maintenant à diffuser un bruit qui tue le bruit dans l'habitacle, au point qu'on n'est plus gêné aussi bien dans l'avion par le bruit des turbines que dans la voiture. Donc évidemment, on cherche à améliorer le bien-être et à transformer la voiture en salon. On le disait tout à l'heure aussi avec Volvo Luc Alphand, 90% des accidents de la route sont liés à une erreur humaine. C'est quelque part aussi, quand on pense prévention, et je sais que vous y êtes sensible et que vous avez un message par rapport à ça, c'est un choix raisonné, la voiture autonome. Mais bien sûr que c'est un choix, on ne pourra pas aller contre. Et pour parler de l'utilisation du téléphone, parce que c'est d'actualité, on en parle beaucoup. Est-ce qu'il faut vraiment le pénaliser encore plus, etc. On ne peut pas conduire et téléphoner. On est bien d'accord. Et même si maintenant on essaye de faire le distinguo entre « Ah oui, j'ai un Bluetooth, je peux, est-ce que c'est là, est-ce que c'est une oreillette, etc. » Apparemment, c'est d'être physiquement seul qui est le plus difficile et de contrôler. Donc on est obligé, et le jour où on arrivera justement à se libérer complètement de cette notion de transport, donc on sera plus, et là c'est vrai, dans un niveau de plaisir, de pilotage ou de relation charnelle avec une automobile qu'on contrôle, qu'on aime, etc. Peut-être qu'on le fera en moto, on gardera d'autres engins qui seront comme ça, mais après ce sera du déplacement. Et ce déplacement-là, ce ne sera plus la même chose. Mais je pense qu'on y arrivera, et ce sera, moi je vous le dis, pour moi et les heures que je fais, un vrai bonheur. Si je peux faire ma sieste, lire le journal, travailler dans les temps de transport. Ça s'appelle un taxi en fait. Oui, mais c'est ça, c'est ça. Ce sera un autre moyen, si on aura le jour les infrastructures pour... chez nous, pour le faire. Alors, il y a quand même, à mon avis, un bémol sur la voiture autonome qui ne sera pas non plus le nec plus ultra sur la sécurité, parce qu'il y a quand même des gros problèmes aujourd'hui. Imaginez, vous êtes au volant, vous quittez Briançon, Luc, et puis vous allez à Grenoble, et boum, il y a un camion devant qui pile. La voiture va devoir prendre la décision de faire quoi? De soit rentrer dans le camion, et bon, vous avez un accident mais léger, ou soit se déporter sur la droite et de faucher le motard qui se trouve sur la droite. Donc c'est ce genre de problématique pour l'instant qui n'est pas résolu par les constructeurs et par les équipementiers sur lesquels ils planchent, et ça va être le gros problème dans les années à venir. Il y a une deuxième chose aussi, quand on discute avec les ingénieurs,
notamment d'aéronautique, c'est que le pilotage automatique, certes, c'est sympa et c'est facile, mais ce qui est compliqué, c'est de reprendre la main sur une voiture. Donc moi, je l'ai vu avec Valeo, qu'on fait un essai sur le périph', c'est bien. Mais après, quand il faut ressortir du périph', etc., c'est compliqué. Donc comment on va former les gens à ça et comment ils vont reprendre la main sur les voitures. Et puis une troisième chose un peu plus anecdotique, imaginez, alors on le voit là avec la CGT qui bloque quelques dépôts, ça fout le bazar. Imaginez demain quelqu'un qui se mette, ils sont une dizaine, à toutes les portes de Paris. Ils se mettent au milieu de la route comme ça, clac, et ils bloquent toutes les voitures. Parce que les voitures autonomes n'avanceront pas. Donc voilà, c'est ce genre, c'est anecdotique, mais c'est ce genre de problématique qui est vraiment important et qui va devoir être résolu. D'ailleurs, Valeo a toujours dit la voiture autonome arrivera quand on arrivera à faire le tour de la place de l'Étoile avec une voiture sans qu'il y ait d'accident, sans qu'il y ait de problème. Ce qui aujourd'hui, la voiture en est parfaitement incapable. Oui. Alors ça nous amène, Florian Martin, à une notion qui est évidente et qui est la mainmise. Alors j'allais dire des GAFA, mais c'est des GAFO qu'il faut dire, parce qu'il y a Google, Amazon, Facebook, Apple et Uber maintenant qui investissent des milliards dans ces véhicules autonomes. Et ça va nous amener aussi à la problématique des entreprises, parce qu'on le disait, il faut former le conducteur, sans doute, à conduire une voiture autonome, aussi paradoxal que ça puisse paraître, et sans doute les collaborateurs aussi. Mais est-ce qu'on peut imaginer que l'avenir de l'automobile, ce soit Google, Amazon ou Facebook, voire Uber, c'est-à-dire qu'en gros, les Toyota, les General Motors ou les Volkswagen se fassent ubériser? En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas le choix, mais tout ce qui est Uber, Google Car, maintenant ils ont leur filiale qui s'occupe vraiment de la voiture autonome, c'est Waymo, il me semble. Ils ont un temps d'avance sur les constructeurs parce que et des milliards à investir, des milliards aussi à Ouais. investir. Et les constructeurs ont tout intérêt à s'associer avec Uber ou des sociétés comme ça, parce que la recherche et le développement pour un véhicule autonome, ça coûte des milliards. Et il y a un exemple qui est très simple. Ford a annoncé sur les 5-10 prochaines années un investissement d'1 milliard d'euros dans une structure de start-up. Alors, le nom m'échappe, mais cette start-up est gérée par 2 personnes, et j'ai oublié le nom aussi, mais c'est un ancien de chez Uber et c'est un ancien de chez Google Car. Ouais, c'est ça. Donc ils ont tout intérêt à shipper cette technologie et à s'associer avec des gens qui, en termes de communication en plus, sont excellents dans le 2.0. Et c'est vrai, Christophe, on en a souvent parlé. Aujourd'hui, ça paraît assez fou, mais l'événement automobile aux États-Unis, c'est plus Détroit, c'est le CES de Las Vegas. C'est Las Vegas, ouais, c'est ça. C'est là qu'on voit les nouvelles voitures. Ouais. Alors moi, il y a un chiffre qui m'a interpellé cette année. C'est aux États-Unis, pour la première fois, le streaming est arrivé devant le téléchargement. 430 milliards de chansons écoutées aux États-Unis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai déjà cité cet exemple. L'industrie du disque a complètement zappé tout ce qui était Deezer, etc. Ils se sont dit bon, alors ceux-là, c'est de la rigolade, ils vont jamais réussir à détrôner les grands majors que nous sommes et les monstres qui vendent des disques. Donc ils ont laissé échapper tout ça et aujourd'hui ils se retrouvent dans une situation où ils se font dépasser par la nouvelle technologie. Nos enfants, ils écoutent maintenant la musique de cette façon-là, ils achètent plus de disques, ils font plus de téléchargement. Donc l'industrie automobile était plus intelligente, s'est dit oula, il se passe quelque chose, donc on comprend pas forcément, mais on va y aller. Et je pense que tout ce qu'a fait et tout ce que fait Google, etc., c'est-à-dire qu'ils montrent les muscles, mais ils vont jamais fabriquer de voitures, ça coûte trop cher. Vous imaginez ce qu'il faut mettre en place. Enfin, Volvo le sait très bien, tous ceux qui sont ici, qui sont l'industrie automobile, c'est des milliards, enfin, c'est des choses complètement hallucinantes. Et pas forcément ça veut dire qu'on va forcément rentable. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il y a dans la voiture. C'est-à-dire les constructeurs auront la caisse, l'environnement, etc. Mais tout l'environnement intérieur, c'est-à-dire ce qu'on va acheter dans sa voiture. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Hein. Amazon s'y met. Donc c'est-à-dire qu'on achètera dans sa voiture, on fera ses courses, on achètera les bouquins, etc. depuis sa voiture. Et Amazon va plus loin, ils sont en train de réfléchir à des systèmes de livraison en ville avec des camions autonomes. Ils ont calculé qu'aux États-Unis, pour faire la côte Est et la côte Ouest, ils mettraient 1 journée et demie, 2 jours, au lieu de 4-5 jours, parce que le camion pourra rouler jour et nuit. Il n'y a pas de question de monsieur, c'est la pause, etc. Donc voilà, il y a vraiment toute une réflexion qui se fait et le marché se trouve là. C'est-à-dire que vous le voyez dans les entreprises, que réclament de plus en plus les gens et même les particuliers, c'est le service, quoi. C'est qu'est-ce qu'on va trouver dans la voiture. D'autant que maintenant, avec les radars, etc., on ne peut plus rouler vite. Donc le plaisir va être de plus en plus dans ce qu'on va, dans l'environnement de la voiture, quoi. Luc Alphand, vous
donner aussi des séminaires pour les entreprises également. Et finalement, pour les entreprises, il y a une réalité économique aussi, peut-être à pousser la voiture autonome à terme. C'est-à-dire que la voiture autonome, c'est celle qui peut faire de la réparation prédictive, de la maintenance prédictive, comme on dit, c'est-à-dire l'ordinateur prévoit un incident ou une panne qui pourrait arriver dans 3 semaines, 6 mois, et donc anticipe pour ne pas l'avoir, et évite des kilomètres parcourus en trop. Enfin bref, il y a une réalité qui est là, économique et écologique pour les entreprises. Non mais bien sûr, c'est important que les flottes soient gérées justement le mieux possible. On le voit avec les GPS, donc le contrôle de position. Je ne sais pas combien le pratique dans vos flottes, mais maintenant on a un meilleur contrôle de ce que font les gens. Alors je ne sais pas si c'est les fliqués ou pas les fliqués, mais en tout cas vous avez des employés qui sont là, ils ne peuvent plus aller boire l'apéro chez leurs copains. Mais en tout cas c'est important de savoir. Et en termes de sécurité... Remarque qu'avec la voiture autonome, si, ils peuvent prendre l'apéro. Ouais, voilà, ils pourront peut-être. Ouais. Donc, voilà. Mais ce qui veut dire que maintenant, on arrive en termes de sécurité, savoir où sont les gens, et ça aussi, ça peut être important. Ouais. Je travaille avec Casborer, la Piston Bully, donc c'est les dameuses sur les pistes. Ouais. L'utilisation de nouvelles technologies, on se dit, tiens, une piste, elle est damée le matin, comment ça s'est passé? Mais le contrôle des surfaces par GPS avec une précision incroyable, l'utilisation de sonars, pour étaler le mieux possible, et encore une fois, dans des raisons de soucis de production de neige artificielle, enfin on ne dit pas de neige de culture, pardon. C'est comme le saumon. C'est les mots, ouais, exactement. Donc, mais tout ça, on a utilisé, donc, même dans des domaines où on ne pense pas, ces nouvelles technologies qui sont importantes pour vous, quand on a, je pense qu'économiquement, je ne sais pas si c'est le premier de vos considérations, quand on choisit, on doit d'abord choisir ce qu'on a besoin, mais après, ce qu'on a besoin au meilleur tarif ou au meilleur marché. Donc ça, c'est important. On peut avoir une dameuse autonome? Et elle arrivera, parce que là, ce sera encore faire plus la simple. fondue intérieure et tout. À part 2-3 biches qui vont traverser la nuit, c'est plus simple au niveau de... Peut-être qu'on aura en premier, justement, en agriculture, ils le font quasiment déjà, et on peut assimiler le damage à de l'agriculture. Et je pense que oui, il y a moins de trafic, et peut-être que c'est là-dessus que les premiers progrès sont faits. Mais c'est important, en tout cas pour une entreprise, d'optimiser en tout cas le mieux possible, et en utilisant les progrès qui sont à sa disposition. Florian Martin, ce que dit Luc Alphand là, et ce qu'on est en train de dire, à savoir la mainmise des nouvelles technologies, des géants du digital dans l'automobile, ça veut dire que pour l'entreprise, en fin de compte, l'automobile, c'est un device, c'est-à-dire que l'automobile, c'est un smartphone ou une tablette roulante, mais c'est un service, un produit qu'on offre à ses collaborateurs comme les autres, quoi. C'est plus la voiture qui fait plaisir aux collaborateurs. Et je crois que la vraie question, c'est est-ce qu'on pourra appeler ça encore une voiture? Ce sera plus un bureau roulant 2.0, et malheureusement pour vous, ça vous laissera du temps pour travailler, donc ça va arranger vos patrons. Mais voilà, l'idée c'est que moi, quand je suis jeune journaliste, donc je suis né avec les smartphones, les voitures autonomes, etc. Mais je me rappelle de mon père qui était souvent sur les routes. Il me disait, il y a un truc qui est génial, c'est le Bluetooth. Alors ça paraît un peu dans le quotidien maintenant. C'était au XXe siècle. Non mais, non, mais le Bluetooth, ça vous a libéré aussi du temps de travail. Vous répondez au téléphone. Alors avant, c'était un peu compliqué. Ouais. Voilà, c'est pareil, ça va être à une échelle exponentielle. La voiture, elle va faire partie, Christophe Bourou, finalement d'un écosystème. C'est un peu ça aussi qui bloque aujourd'hui le développement. On l'a dit, c'est qu'il va falloir penser les villes en fonction de ces voitures autonomes. Ça, c'est pour l'instant pas encore totalement abouti. Non, c'est pas abouti, mais c'est en marche. Et il faut faire très attention entre nous, on le voit hein, dans les retours qu'on a en radio sur donc nos auditeurs, donc on va dire les Français qui nous disent bah oui, alors vous êtes en ville, c'est facile en ville parce que vous avez des moyens de locomotion qui sont les transports en commun, etc. Mais quand on habite au fin fond de la Creuse, etc., la voiture c'est indispensable. Donc la voiture autonome. En revanche, il y a une piste sur laquelle, à mon avis, les constructeurs vont aller très fort. D'ailleurs, Carlos Ghosn en a parlé. La première cible de la voiture autonome, ça ne va pas être les jeunes branchés, etc. Ça va être plutôt les seniors ou les gens qui ont un léger handicap. Parce que ces gens-là ont des difficultés pour se déplacer, pour conduire. Et la voiture autonome va être une vraie liberté, une vraie source de désenclavement pour toutes ces personnes-là. Donc il y a un rôle social aussi de la voiture autonome. En ville, ça sera plus une question de partage. Et la question qui va être compliquée, ça va être les infrastructures. Parce que vous êtes au volant de votre vieille Twingo,
et devant vous il y a une voiture autonome. La voiture autonome va savoir qu'au passage clouté à 100 mètres, il y a quelqu'un qui traverse. Mais vous, avec votre Twingo, rien du tout, quoi. Donc il va y avoir une cohabitation. Il y a quand même le parc, vous le savez très bien, frôle les 9 ans en France. Hein. Donc comment va se passer la cohabitation ? Ça risque d'être compliqué. Oui, c'est ça. Avec effectivement des infrastructures qui ne sont pas forcément prêtes à accueillir ces voitures modernes dites connectées. Christophe, tu parlais de la Creuse. Il y a quand même un principe qui est très simple, c'est que la voiture autonome, elle est faite pour communiquer avec les autres. Pour ça, il faut la 4G. Et voir la 5G qui arrivera bientôt. Dans la Creuse, si on met 2 voitures autonomes sans 4G, je serais curieux de voir le résultat. Voilà. Ça me pose une question, Luc Alphand, qui est plus de l'ordre presque de la philosophie ou de l'émotionnel, mais on voit bien que la voiture autonome, elle ne peut pas se développer sans une ville qui l'accueille. Or, aujourd'hui, on pense évidemment à Paris, mais pas que, on n'aime pas la voiture. Il y a on disait avec Christophe l'automobile bashing, mais en fait, en gros, on veut sortir de la voiture des villes, alors que par définition, si on veut l'optimiser, cette voiture, il faudrait lui trouver une place dans la ville. Exactement, et la ville est peut-être même ailleurs aussi, mais on a cette faculté en France à souvent se tirer des balles dans le pied. On est quand même un pays d'automobile, nous en France. On a des grands constructeurs, on a des technologies, on a tout pour essayer de faire avancer. Et on a cette volonté, souvent politique, alors c'est bien de faire de l'écologie, mais il faut encore arriver à travailler, à qu'un pays fonctionne, etc. Et sans qu'on soit obligé de bannir à tout prix l'automobile, et encore plus des centres-villes. Donc ça vous énerve, vous, d'entendre tout ce discours anti-bagnole, pour faire simple ? Quelquefois, oui, parce qu'en France, on ne fait pas le distinguo vraiment. On devrait avoir un comportement citoyen, de savoir, ok, j'habite à Paris, est-ce que j'ai besoin d'avoir un gros range, etc. Et tout le monde est mis avec les malus écologiques, etc., à la même enseigne, etc. J'habite, malheureusement ou heureusement, dans les montagnes. Des fois, il neige. Des fois, je vais prendre un avion à Turin, il y a 50 cm qui sont tombés la nuit. J'ai besoin d'un véhicule au moins 4 roues motrices, etc., peut-être même d'un gros 4x4. Et on devrait faire le distinguo, réglementé en tout cas, ou des départements en France qui devraient avoir ou moins de pénalités, etc. Donc ça, c'est simplement, à mes yeux, un comportement citoyen, d'essayer d'adapter l'automobile à ses besoins. Si je suis un petit couple en ville, etc., pourquoi pas une voiture électrique 2 places, et voilà, qui soit complètement citadine. Mais on n'arrive pas à ça en France. On n'arrive pas à réguler, nous. On interdit ou on l'autorise. Et c'est vrai que maintenant, de vouloir à tout prix éliminer l'automobile, c'est pas une solution. Et ça va prendre je ne sais pas combien de temps avant qu'on ait des transports. Alors à ce moment-là, oui, aux infrastructures full autonome, et alors à ce moment-là, universel pour tout le monde. Oui, ça c'est une question d'ailleurs qu'on peut se poser. Est-ce qu'on va vers un système universel, puisque ce sont des voitures qui sont censées, Christophe Bourou, connecter et donc communiquer entre elles. Du côté des constructeurs, là, on a une vision un peu unifiée de ce que sera la voiture autonome et ses modes de connexion. Ils se sont un peu plantés sur l'électrique, ça a été déjà, compliqué, oui, souvenez-vous, pour avoir des normes qui soient communes, ça a été très 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 compliqué. Là, il se trouve qu'effectivement, il y a des clubs de réflexion qui se font au niveau européen et au niveau mondial sur la voiture connectée, et surtout les infrastructures, parce que en fait, c'est ce qui fera l'alpha et l'oméga de cette voiture autonome. Donc là, il y a beaucoup plus de réflexion à ce niveau-là aujourd'hui pour les voitures. Et aujourd'hui, c'est marrant parce que je discutais avec un fabricant de feux rouges. Oui, c'est un des grands leaders de... Oui, je sais, ça n'a rien à voir, mais vous allez voir, un des grands fabricants de feux rouges en France, un des leaders, et qui nous disait qu'en fait, ils sont en train d'essayer de travailler avec les constructeurs pour récolter toutes les informations qu'il y a dans les automobiles, pour pouvoir adapter le feu rouge. Quand vous êtes à 2h du matin et que c'est au feu rouge, vous êtes un peu énervé parce qu'il n'y a personne, etc., pour qu'automatiquement ça se mette au vert. Ça, et la deuxième chose, pour que les rues et les routes puissent s'éclairer en fonction du passage des voitures. Donc en fait, on va vers des routes intelligentes. Donc une communication vraiment intense entre la voiture et son environnement. Et ça, pour moi, c'est super intéressant parce que c'est l'avenir et ça ferait des économies d'énergie dantesques. Ouais. Là, parce qu'on nous parle d'économie d'énergie, etc. Ça en est une et très concrète, par exemple. Je vais vous poser la question à tous les deux parce qu'on le touche du doigt là, mais on va commencer avec vous, Florian. Mais comment va évoluer justement l'automobile
professionnels. Est-ce qu'il y a des corps de métier ? On parlait tout à l'heure des camions autonomes qui peuvent traverser tous les États-Unis en quelques jours. Est-ce qu'il y a des métiers qui sont aujourd'hui vraiment menacés par le fait que l'automobile et l'intelligence artificielle de l'automobile qui débarque va changer les choses? Est-ce que le métier de commercial, le métier de logistique pour les transports routiers ou les transports urbains, tout ça va changer du fait de cette autonomie? Je regardais ce matin une vidéo qui avait été diffusée sur, je ne sais plus la chaîne. D'ailleurs, c'est Volvo, il me semble, qui teste en ce moment des camions poubelles qui seraient autonomes. Ils nous diront si c'est ça. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Alors, ça mettrait bien sûr, il y a une notion de Volvo, chômage derrière. Hein. C'est Volvo. Et après, il y a une autre notion, c'est est-ce que ça va pas, est-ce qu'on va pas aller vers l'extinction des assureurs aussi? Parce que on peut pas assurer un véhicule autonome parce que c'est un produit matériel. Ouais. Et on peut pas l'assurer non plus sur le côté humain. Donc comment on va faire? Est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre à la page? Je crois qu'il y a un clan d'assureurs. Il y a un clan d'assureurs, bon, on en parlera après. On en parlera à table. Non, mais c'est vrai qu'il y a des métiers, Christophe, qui vont peut-être être fondamentalement transformés par la digitalisation. Oui, les journalistes, par exemple, les journalistes auto. On va devoir être balèze en tout ce qui est informatique. Ouais, en 2.0. Moi, je pense plus qu'on va davantage s'adapter. C'est-à-dire que ça va être... tout ce qui arrive dans nos voitures va être une façon de s'adapter, et je pense notamment voilà, encore une fois, je pense aux constructeurs. Nissan est en train de travailler avec la NASA pour penser à un système qui va permettre, quand vous êtes dans une situation compliquée, parce que la voiture autonome c'est très bien, mais lorsque la voiture autonome elle respecte les limitations de vitesse. Donc en gros, quand devant vous il y a un camion poubelle qui est arrêté, qu'il faut le doubler, la voiture autonome a fait niette. Donc il y a la possibilité maintenant de prendre à distance la commande de la voiture et de vous faire commettre entre guillemets une infraction à la législation. Donc les constructeurs y travaillent et c'est hyper sérieux. Donc en fait je pense que peut-être que ça enlèvera des métiers mais ça en créera d'autres. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver tout un nombre de services qui fait que quand on sera dans sa voiture on aura besoin d'être connecté en permanence avec quelqu'un. Je pense que chez les constructeurs, je pense que dans vos flottes vous aurez besoin de personnes qui vont pouvoir communiquer, ce qui existe déjà, mais avec les personnes qui sont, quand on prend une Autolib aujourd'hui, qui ne reste plus beaucoup de carburant, boum, il y a un appel pour dire attention, il faut trouver une borne, etc. Donc je pense que les métiers de demain seront ces métiers-là, des métiers de service, où il va falloir donner des indications aux personnes qui sont dans ces voitures. Luc Alphand, on rigolait un peu du journaliste 2.0 là, il y a quelques minutes, mais finalement le garagiste, le technicien de la voiture, il est 2.0 à terme. Ça doit être un informaticien. Non mais et peut-être même plus encore, parce que il sera ou pilote, mais en fait il va y avoir une masse de métiers différentes et qui soient vraiment c'est compliqué. Déjà on a de l'électronique maintenant dans une voiture qui atteint un niveau avec le multiplexage, etc. dans tous les faisceaux des voitures, c'est très compliqué, et maintenant on va arriver sur des métiers qui seront au-delà du garagiste conventionnel tel qu'on l'entend. Donc il faudra aussi tout changer là-dessus, les concessions. Mais comme chez Carglass ou chez Volvo pour les révisions, je pense qu'on gardera toujours de l'humain, et heureusement, parce que maintenant ce qu'on se rend compte, c'est que les gens ont besoin de service, et du service, de tout dématérialiser, c'est bien, mais quand même le contact humain restera, je l'espère, important. Mais au niveau en tout cas de la formation des futurs garagistes, pour gérer déjà même une automobile récente maintenant, si on n'a pas l'outil de diagnostic, on est complètement perdu. Et là, je vous parle de quelqu'un qui peut aussi, et même un concurrent du Dakar ou d'une autre épreuve, etc. Donc on a un problème moteur et électronique moteur. Voilà, on est garé. Même si on est bricoleur, c'est fini. Donc là, c'est fini. C'est la tête de Delco. Hein, ça c'est terminé. C'est fini. Je vous ai posé la question tout à l'heure, Christophe et Florian, mais vous n'avez pas forcément répondu tout de suite. Quand on fait ce mixte entre les constructeurs de véhicules et les grands acteurs du digital, est-ce qu'à terme, on est sur un mariage, une fusion? C'est-à-dire qu'on aura des groupes qui seront à la fois et Volvo et Amazon, par exemple.
Oh bah, ça se fait déjà d'ailleurs. Nvidia qui construit des composants informatiques, des cartes vidéo, etc. Il me semble qu'il y a un partenariat qui a été fait avec Audi pour justement développer des voitures autonomes. Donc on est déjà dedans en fait. Et on en a, comme on a dit tout à l'heure, on n'a pas le choix parce que ça coûte tellement cher à produire. Et puis il y a une image de marque de voir Nvidia ou un Bose ou un Samsung qui est associé à une voiture. On se dit bah ouais, on a quand même des leaders de marché dans leur secteur d'activité. Et donc si on les mixe avec un constructeur automobile, eh ben on aura un produit parfait. Et c'est vrai qu'on se souvient que les premiers pas d'Apple avec les systèmes miroirs dans les voitures, ils avaient choisi le haut de gamme, ils allaient chez les grandes marques de luxe pour bien montrer que c'était une entrée par le haut. Hein. Voilà. Moi, je pense qu'il fera la différence demain quand on achètera une voiture, ce sera tous les services qu'on va proposer. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas rentrer dans sa voiture en se disant je ne peux pas faire ce que je fais avec mon smartphone, il faudra que ça soit immédiat. Moi déjà, mes gamins qui rentrent dans la voiture, il n'y a pas la 4G, il n'y a pas le Wi-Fi, etc. Donc ils ont déjà ce réflexe-là. Donc, et dans quelques années, ça sera comme la clim aujourd'hui. Ça paraîtra complètement surréaliste. On se dira, mais attends, il y a quelques années, il n'y a même pas le Wi-Fi dans la voiture, ou ce genre de choses. Ouais. Donc ça va arriver très vite et on ne peut pas aller contre parce que si on va contre, le constructeur qui va contre, il est mort. C'est-à-dire que c'est ce qu'il fera en concession, c'est ce qui fera, c'est ce qui peut et pourra faire la différence. On s'approche de la conclusion déjà, puisqu'il nous reste quelques minutes, donc je vais vous demander un peu de faire la synthèse de tout ce qu'on vient de se dire à tous les trois. Christophe, je reste avec vous. J'ai quand même le sentiment, et on le voyait d'ailleurs au début, je donnais le chiffre de McKinsey, 15% du parc à horizon 2030 pour les véhicules autonomes. Est-ce que ça va rester quelque chose finalement qui fait rêver, dont on parle pendant un certain temps dans les dîners en ville, mais qui restera marginal sur le terrain ? Non, je ne pense pas que ça soit marginal. Je pense que ça va venir, mais plus lentement qu'on ne l'imagine. Et plus sûrement qu'on l'imagine aussi. C'est-à-dire que on a tous en tête l'électrique, où on a montré les muscles au départ, et puis ça met quand même beaucoup de temps à décoller. Je pense que la voiture autonome, là, il y a une vraie réflexion qui est derrière, et il y a une vraie demande et il y a un vrai besoin. Ne serait-ce qu'en ville, effectivement, parce que les mairies style Paris, Madrid, Londres, etc. vont faire des demandes très pressantes. Je pense que ça peut venir aussi de la Chine, et là ça peut venir très vite, parce que quand les Chinois prennent une décision, évidemment, ça suit derrière. Donc moi je pense que, en revanche, ce qui va pas arriver demain, c'est ce qu'on nous montre, voilà ce que je vous disais au début, la voiture qui fait avec le volant qui rentre qui dans fume le et qui fait le café, quoi. Voilà, ouais, ça arrivera pas tout de suite. Pour l'instant, c'est compliqué. Mais la voiture de plus en plus autonome qui va nous libérer de plein de tâches, oui, ça c'est Renault le promet pour 2020. Hein, donc c'est demain. Et Florian, on parlait un peu de Star Wars au début en plaisantant, mais c'est vrai qu'on a vu passer des articles ces derniers jours et Airbus est très à la pointe sur le véhicule volant. La voiture volante, c'est pas juste un délire de science-fiction. Il fallait quand même imaginer les attachés de presse d'Airbus au salon de Genève. C'est la première fois au salon de Genève qu'il y avait un constructeur aéronautique. On s'est tous dit, qu'est-ce que vous faites là, les gars ? C'était vraiment la vraie question. Et en fait, ils ont développé Pop-Up, qui est une sorte de voiture autonome semi sur rail, semi routière et aussi semi volante. Donc, mais ça, c'est pour quand ? C'est comme, enfin, je veux dire, ça marche comment ? Ça alors, quoi ? Airbus, ils sont allés à fond dans le délire, parce qu'ils ont même créé une filiale chez eux, en fait, qui va penser à ça. Et l'idée, c'est de faire un peu des genres de taxibus, mais là, ils sont dans le fantasme, ils sont dans le prototypage, mais bon. En revanche, le fantasme de la voiture roulante, c'est maintenant, parce qu'il y a une société qui s'appelle PLV, qui est néerlandaise, qui a entré en production son Liberty Screen, son Liberty Mirror, je crois. Et en fait, c'est une voiture volante. Voilà. Donc elle est homologuée, elle pourra rouler. Alors après, pour parler un petit peu technique, c'est une voiture qui fait 100 chevaux, qui sera capable de décoller à 3000, jusqu'à 3000 mètres. Après, le fantasme d'être à Porte de la Chapelle, de se dire porte-maillot, il y en a pour 35 minutes. Il y a un bouchon, voilà. Un petit bouton, on y va. Non, il faut quand même le permis voiture et sa licence de pilote. Oui, donc effectivement, ça ne va pas concerner tout le monde tout de suite. Et pas tout de suite. Et puis, il faudra sans doute l'autorisation de survoler l'espace aérien parisien, une paille. Luc Alphand, on termine avec vous. Et promis, après, je vous laisse manger. Hein. Et nous aussi, d'ailleurs. Luc, est-ce qu'on peut imaginer, en guise de conclusion, que même le métier de pilote
finissent par non. disparaître. On n'aura plus de boulot non plus. Non. Bah non. Ça, je peux pas, moi, l'imaginer. Je pense que, même si on a vu récemment, pour ceux qui ont suivi, Robo Race et Robocar, ils ont sorti donc une voiture qui ressemble à une Formule 1 sans pilote. Ouais. Alors, où il est l'intérêt comme on C'est parlait ça, de ce que Star j'allais vous Wars, dire. donc ça fait Oui. des courses de drones, etc. Donc, c'est plus un contrôle direct, c'est une voiture qui court contre... Voilà, ça, il n'y a pas d'intérêt. Je pense que, par contre, l'amour de l'automobile ou de mettre un engin, il y a eu des courses de chars à l'époque, avec un cheval, etc. Bénure. Donc des chevaux. Et je pense que justement, on a encore envie de voir des gens se battre avec des engins pour aller vite, etc. Et je crois que l'engouement qu'il y a toujours autour des courses automobiles, qui est aussi un laboratoire de progrès, Oui, parce que la conception, compétition, etc., fait progresser Oui, bien sûr. aussi la technique. Et donc, non, moi j'ai envie de croire longtemps qu'il y aura encore des pilotes qui auront des engins, alors forcément encore plus fantastiques que nous. Mais oui, moi j'ai confiance à l'avenir de ce côté-là. Je rêve aussi d'une voiture autonome où je peux faire ma sieste et le café Ça, je à crois l'intérieur. qu'effectivement. Mais je rêverais aussi de voir encore justement des super pilotes dans des fabuleux bolides. Ça doit être possible, ça doit être conciliable. Un mot, Florian. Juste pour un mot, conclure, bah, parce si que- on enlève l'émotion ou la personnalité à la course automobile, bah, faut mieux arrêter, Luc. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Eh ben l'humain, voilà, ce sera la conclusion. Merci à tous les trois, Luc Alphand, Christophe Bourou et Florian Martin, d'avoir passé ces quelques minutes avec nous. Bonne soirée, bon appétit, puisque maintenant c'est l'heure du dîner. Merci à tous. Merci.